Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal télévisé de 22 heures, dont voici les faits saillants. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh s'envole pour Addis Abeba pour un sommet sur le Sud-Soudan. Le ministre de la Santé a organisé aujourd'hui une réunion de sensibilisation et débat sur les thèmes de la santé reproductive. Bonsoir, le président de la République prend part à un sommet de l'IGAD sur la situation au Sud-Soudan. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a pris part ce jeudi à Addis Abeba à un sommet extraordinaire de l'IGAD consacré à la situation au Sud-Soudan. Les chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'IGAD se retrouvent une nouvelle fois pour débattre de la situation au Sud-Soudan et tenter ainsi de convaincre les partis dirigeants des deux parties belligérantes à respecter leur engagement et mettre fin aux violences. Les leaders de l'IGAD mettront à profit cette réunion pour exhorter à nouveau les protagonistes de la crise sud-soudanaise afin de permettre le retour de la paix, de la stabilité et de la concorde dans leur pays. Les hostilités qui ont débuté en décembre 2013 entre partisans de Salva Kiir et Riek Machar ont entraîné des milliers de morts et causé le déplacement forcé de près de 2 millions d'autres. Le Soudan du Sud connaît une situation conflictuelle très délicate. Elle oppose des forces armées de ce pays fidèles au président Salva Kiir et une rébellion faisant allégeance à son ex-vice-président Riek Machar. Une importante délégation comprenant notamment le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale Mohamed Ali Youssouf accompagne le président de la République dans le cadre de ce déplacement à Addis Abeba. Le 28e sommet extraordinaire de l'IGAD consacré exclusivement à la situation du Sud-Soudan s'est ouvert à Addis Abeba en Éthiopie. Les chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'IGAD discutent actuellement à la présidence éthiopienne avant de solutionner les différends qui opposent le président Salva Kiir et son ancien vice-président Riek Machar. Les hostilités ont repris il y a 10 jours de cela. Le président de cette session et premier ministre éthiopien Haile Mariam Desalegn a appelé les deux parties à respecter leur engagement. Nous avons atteint un niveau important de notre patience et enfin, en cas de la poursuite du désaccord, nous allons transmettre votre dossier au Conseil de sécurité des Nations, a déclaré Haile Mariam Desalegn. Dans une interview exclusive, le médiateur en chef de ce dossier, Sayoum Mesfan, a rappelé qu'il s'agissait là de mettre un terme à ce conflit. Tous les parties prenantes doivent trouver un accord, respecter le cessez-le-feu et que le Sud-Soudan se remette sur la voie de réconciliation et retrouve la paix. Un seul mandat dans le respect des engagements pris avant que le Sud-Soudan retrouve la paix. C'est engagement sur ce point que l'ambassadeur de Djibouti à Addis Abeba, Idriss Farah Habaneh, a mis l'accent cet après-midi. Il s'exprimait au micro de notre envoyé spécial Yahya Ali. Qui a mis les choses au clair. Et là, les chefs d'État sont en réunion close au moment où nous parlons pour justement sortir une décision forte de ce sommet, parce que c'est le énième sommet sur la situation sur le Sud-Soudan et ceci dure depuis maintenant 1 an et il s'agira de prendre des décisions importantes et les chefs d'État ont décidé à l'issue de cette réunion de sortir avec quelque chose de très précis. Alors là, il s'agira véritablement de... Après 2h30, les discussions de cet après-midi, les chefs d'État ont décidé de poursuivre les travaux demain. Et toujours dans le chapitre diplomatique, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a reçu ce matin dans son cabinet Harwit Schaeffer, haut responsable de la Banque mondiale en charge de Djibouti. Harwit Schaeffer séjourne actuellement à Djibouti dans le cadre d'une mission de contrôle et d'évaluation des projets de la Banque mondiale au cours d'exécution dans notre pays. Il a ainsi eu l'occasion de rencontrer différentes personnalités et procéder à la conclusion d'une nouvelle convention portant sur le financement d'un projet dit de bonne gouvernance pour le développement du secteur privé et l'environnement des affaires. Harwit Schaeffer a également évoqué avec le Premier ministre d'autres projets en cours d'exécution au profit des populations vivant dans la précarité, d'accès à l'eau et de protection de l'environnement.
Le haut responsable de la Banque mondiale était accompagné lors de son entretien par la représentante de la Banque mondiale à Djibouti, Hamad Zahra Fatouhi, le directeur de financement Ali Mohamed Gadile, le directeur de cabinet de la primature, Youssouf Aouled, ont suivi l'entrevue. Justement, le projet de gouvernance pour le développement du secteur privé a été signé ce matin même. Le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, Ilyas Moussa Douale, a reçu dans son bureau aujourd'hui le directeur des opérations pour Djibouti, le Yémen et l'Égypte au sein de la Banque mondiale. À l'issue de cette rencontre, les deux hommes ont procédé à la signature du projet qui s'intitule Gouvernance pour le développement du secteur privé. Ce projet vise à doter le secteur privé des moyens devant accroître son rôle et stimuler la croissance. Toute croissance économique est synonyme de travail et de création d'emplois. Ce projet de 2 millions de dollars américains vient en appui aux efforts du gouvernement en matière de lutte contre le chômage et la pauvreté. Le ministre a rappelé que Djibouti a pu améliorer son classement dans le monde des affaires où il a été jugé assez performant par les analystes et spécialistes économiques travaillant pour le groupe Darwin Business Djibouti. Djibouti est passé de 175e place à la 155e place cette année. Ont assisté à la cérémonie de signature le représentant de la Banque mondiale à Djibouti. L'ordre de 2,8 millions consiste à améliorer l'environnement des affaires dans toutes ces dimensions. On l'a souvent dit et répété, le temps d'un État qui, à lui tout seul, emploie ou crée des opportunités d'emploi est révolu. Le secteur privé doit prendre le relais pour créer non seulement les richesses, mais également pour permettre cette population de plus en plus jeune, de plus en plus nombreuse, et faisant face au chômage, au défi du chômage, doit être vraiment venir de ce secteur privé. Et à la page sociale, la clôture de la campagne d'information et de sensibilisation s'est déroulée ce jeudi au siège du complexe Al-Rahma dans les différents conseils de quartier. Outre la secrétaire d'État à la solidarité nationale Zahra Youssouf Qayad, le maire de la ville de Djibouti Hussein Abdillahi Qayad et le président de la commune de Balbala Youssouf Nouhou étaient également présents à cette clôture. Cette campagne de 3 mois avait pour objectif d'améliorer les mécanismes de ciblage en vue d'une meilleure coordination des aides aux populations vulnérables. Ces déplacements ont permis la rencontre de plus d'une trentaine de comités de quartier. Ces activités s'inscrivent dans le cadre de la campagne d'information et de sensibilisation sur les programmes d'assistance sociale pour les habitants des quartiers de Balbala. Autre objectif, permettre également d'impliquer en amont les comités de chaque quartier dans tous les quartiers de Balbala. Dans son intervention, la secrétaire d'État à la solidarité nationale, Zahra Youssouf Qayad, a précisé que ces tournées consistaient principalement à vulgariser les actions entreprises par son département pour lutter contre la pauvreté et la précarité des plus démunis. La secrétaire d'État à la solidarité nationale a remercié chaleureusement le président de la commune de Balbala, Youssouf Hassan Nouhou, ainsi que le maire de la ville, Hussein Abdillahi Qayad, pour leur soutien indéfectible dans ce projet. En effet, ce projet vise également les filets sociaux de sécurité à soutenir les populations vulnérables exposées à des chocs, sécheresse, perte d'emploi, problèmes de santé par le biais de systèmes d'alerte, de prévention, mais aussi en appuyant des activités potentiellement génératrices de revenus pour ces populations. Cela leur permettra également d'avoir accès aux services sociaux de base afin de promouvoir l'investissement dans le capital humain. La mise en place des filets sociaux sont accompagnés d'actions permettant aux populations en âge et en mesure d'exercer une activité leur permettant ainsi de sortir du cycle intergénérationnel de la pauvreté. Le ministre de la Défense, Hassan Al-Houfani, a reçu en visite de courtoisie le nouvel ambassadeur des États-Unis d'Amérique accrédité à Djibouti, Tom Kelly. Il était accompagné du commandant Patrick M. Donald, attaché militaire auprès de l'ambassade des États-Unis, et du commandant Wes Cheney, chef de la coopération militaire auprès de l'ambassade des États-Unis. Le général de la division Zakaria Cher Ibrahim, chef d'état-major général des armées, et le colonel Youssouf Rayad Guélé, conseiller technique militaire du ministre, ont participé à cet entretien. La coopération bilatérale en général et dans le domaine de la défense, en particulier la piraterie maritime ainsi que la mission, étaient à l'ordre du jour de cette rencontre.
Le ministre de la Communication participe au 18e Forum sur l'éthique au Caire. À la tête d'une délégation nationale, le ministre de la Communication, chargé des postes et des télécommunications, Ali Hassan Bahdon, séjourne depuis lundi dernier au Caire, en Égypte. Dans son déplacement, le ministre était accompagné par un haut responsable de Djibouti Telecom, Hassan Khairé Roblé, et un représentant de la presse écrite, Mohamed Ousmane Farah. Arrivé dans la nuit du dimanche au lundi vers 1h30 du matin dans la capitale égyptienne, le ministre et ses accompagnateurs ont été accueillis par l'ambassadeur de Djibouti, accrédité au Caire et représentant permanent auprès de la Ligue des États arabes, Moussa Mohamed Ahmed. Le ministre Ali Hassan Bahdon et plusieurs de ses pairs arabes et africains ont pris part au déroulement de la cérémonie inaugurale de la 18e édition du Forum sur l'éthique qui s'est ouverte au Caire le mardi 4 novembre dernier. Placé sous le haut patronage du président du pays hôte, Abdel Fattah al-Sisi, l'événement s'est tenu au centre de conférence du Caire. Il a été inauguré par le premier ministre égyptien Ibrahim Mahleb. La journée a été ponctuée par des discours officiels. L'assistance réunie au centre de conférence du Caire a notamment écouté d'une oreille attentive les allocutions prononcées par le ministre égyptien de la Communication, Hataf Elmi, et le premier ministre Mohamed Mahleb. Le gouverneur de la Banque centrale, Ahmed Ousmane Ali, a tenu ce matin dans son cabinet une conférence de presse sur les recommandations du 3e sommet annuel de la Banque islamique en Afrique. La réunion a regroupé plus de 200 leaders de l'industrie de la banque ainsi que de la finance islamique. Ce sommet avait pour objectif de saisir l'opportunité africaine pour la finance islamique. Les différentes organisations internationales profitent davantage de ce type de rencontres et colloques pour mieux profiter des opportunités qu'offre la finance islamique pour leur continent, et de façon à ce que les produits islamiques soient destinés à l'État ou aux particuliers, soient à la portée de tous. Il a été également recommandé ce que l'intérêt de la finance islamique soit porté au plus haut niveau des chefs d'État, et que la question du développement des banques islamiques et des produits islamiques soit soulevée lors des sommets des chefs d'État, lors des réunions de l'Union africaine par exemple. Il a été également convenu de promouvoir les produits islamiques à tous les niveaux, au niveau de professionnels des banques islamiques présents à Djibouti ou dans les restes des pays musulmans ou africains, d'accélérer ou d'améliorer la formation du personnel, de faire la promotion des produits à travers les médias, à travers la radio, la télévision, etc. Et également, ils ont fait des recommandations pour permettre à la finance islamique et aux produits islamiques de mieux se développer, de compléter les dispositifs existants par la mise en place de comités de charia. Est-ce qu'on dispose sur le plan national des ressources humaines, expertise technique et financière sur le financement islamique? Nous avons actuellement à Djibouti 4 banques qui opèrent, qui travaillent avec ces produits islamiques. La connaissance de ces produits à Djibouti, comme dans beaucoup de pays africains, est encore insuffisante à notre avis. C'est pourquoi les différents experts et mes collègues de la Banque centrale qui ont participé aux ateliers ont tous recommandé la mise en place d'une formation permanente, contenue des professionnels de la classe des produits islamiques. Ils connaissent les produits, mais il faudrait les mettre à jour par rapport aux techniques, d'exploitation de ces produits. Il faudrait organiser des séminaires au cours de l'année, des ateliers, et on envisage même la création d'un institut de produits islamiques à Djibouti à très moyen terme. La garde-côte djiboutienne a organisé ce matin au port une cérémonie de clôture de formation intitulée Visitex, portant sur les techniques d'arraisonnement des navires hostiles à la sécurisation des frontières et des ports de Djibouti. Durant 2 semaines, 16 membres commandos des gardes-côtes ont suivi cette formation dispensée par des instructeurs des gardes-côtes américaines. Les 16 commandos des gardes-côtes ont reçu des certificats et des cadeaux offerts par les officiels. La cérémonie était présidée par le ministre des Transports, Moussa Ahmed, en présence de l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique, Tom Kelly.
de hauts responsables djiboutiens, dont le chef de la sécurité nationale, Hassan Saïd, le chef d'état-major des forces armées djiboutiennes, le général Zakaria et son adjoint, le général Ali Hassan, ainsi que des officiers supérieurs de Djibouti et des forces alliées basées à Djibouti ont participé également à la cérémonie qui a été clôturée par la remise des diplômes et des cadeaux. Le chef de corps des gardes-côtes, le colonel Waïs Bokoré, a félicité les instructeurs formateurs des gardes-côtes américaines et les stagiaires commandos. l'Amérique, le Japon et l'Union européenne. Les États-Unis aident la garde-côte djiboutienne sur plusieurs plans aux côtés d'autres partenaires et notamment sur l'octroi de matériel et le renforcement de capacités. L'ambassadeur des États-Unis d'Amérique à Djibouti, Tom Kelly, a rappelé que cet effort se poursuivrait afin que la garde-côte s'acquitte efficacement de ses missions. On l'écoute. Au ministère des Transports pour son partenariat dans l'exécution de cette formation entre les États-Unis et la garde-côte djiboutienne. La sécurisation des frontières maritimes et les ports de la République de Djibouti est un objectif commun pour les États-Unis et Djibouti. Ensemble, avec nos partenaires internationaux, nous avons accompli des progrès considérables contre la piraterie. Par exemple, il n'y a pas eu une attaque réussie sur un navire commercial dans le Golfe d'Aden depuis 2012. Les États-Unis se réjouissent d'élargir ces partenariats. Nous restons déterminés à renforcer l'interopérabilité entre les forces de sécurité de la marine américaine, la marine et la garde-côte djiboutienne. Autre fait saillant de l'actualité, la Marine nationale a réceptionné aujourd'hui des équipements et matériels destinés à lutter contre les incendies à bord des navires en cas d'avarie et les inondations. La cérémonie de réception du matériel s'est déroulée au commandant de la Marine djiboutienne. Cet équipement d'une valeur de plus de 100 000 € a été octroyé par la mission EUCAP Nestor de l'Union européenne. Il est destiné à combler les besoins de la Marine djiboutienne quand celle-ci face à des incendies. En relation directe avec ce don, une formation d'une semaine sera dispensée aux officiers de la Marine nationale sur l'utilisation et le maniement de ces dispositifs modernes et sophistiqués qui sera tenu par le personnel pompier des forces françaises stationnées à Djibouti avec les experts de la mission EUCAP Nestor. La cérémonie s'est déroulée au siège de la Marine en présence du chef d'État, le général Zakaria Cheikh Ibrahim, du général Hassan Ali Kamil et du commandant de la Marine nationale, le colonel Abdurrahman Adencher, ainsi que le chef de mission EUCAP Nestor de l'Union européenne, Étienne de Ponsin, et de nombreux officiers de la Marine nationale. En effet, le chef de la mission EUCAP Nestor et le commandant de la Marine nationale ont signé le document de réception du matériel. La marine djiboutienne à accomplir sa mission au service de la République de Djibouti. Je veux saluer mes collègues de la mission EUCAP Nestor et en particulier le colonel Werner Simon, le chef d'équipe pour Djibouti, qui ont travaillé à la préparation et à la mise en place de ce matériel. Le rôle de la République de Djibouti dans le renforcement de la sécurité maritime dans la Corne de l'Afrique. La mission EUCAP Nestor est implantée à Djibouti depuis maintenant 2 ans et le choix qui a été fait par les États de l'Union européenne est évidemment
fondée sur des éléments forts et sur le fait que la République de Djibouti est perçue comme un pôle de stabilité. Le commandant de la Marine nationale, colonel Abdurrahman Adencher, a remercié l'ensemble des nations qui supportent ces projets de coopération en attachant une grande importance à la prévention contre ces risques. Voici un extrait de son discours. Réunis aujourd'hui à l'occasion de la remise de lots de matériel de sécurité de très grande qualité, je tiens à remercier chaleureusement à l'Union européenne et bien sûr l'ensemble des nations comme l'Allemagne ou la France qui supportent ce projet de coopération ambitieux pour cette aide précieuse. D'une part, parce que la Marine nationale a encore des souvenirs douloureux, sur terre, mais sur mer, des dangers représentés par l'incendie. À ce titre, une formation est organisée par les marins-pompiers et les plongeurs de la base navale française pour le bon usage de ce matériel. D'autre part, les autorités djiboutiennes, dont je parle à leur nom, sont conscients qu'un tel investissement issu d'une coopération est toujours un message fort sur la confiance apportée à notre pays et remercie encore Cap Nestor pour son soutien de grande valeur, tant sur le plan national mais aussi sur le plan régional. Santé, cette fois, le ministère de la Santé a organisé aujourd'hui une réunion de sensibilisation et débat sur les thèmes de la santé reproductive à l'attention de la population du quartier de Ouahdé Daba. Cette séance a eu lieu dans le centre de santé communautaire de Ouahdé Daba. Cet échange a pour but de conscientiser la population sur l'importance des contrôles des naissances, du planning familial, du suivi médical pour les femmes enceintes. La santé reproductive concerne chaque femme, mais également chaque père de la famille. Aussi, l'équipe du centre de santé communautaire de Ouahdé Daba, en collaboration avec le Centre national de référence en santé reproductive, a eu l'occasion d'exposer la question relative au dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus. Les questions relevant de l'adoption du planning familial ou de l'infertilité au sein d'un couple ont également été évoquées. Mercredi soir, l'Agence djiboutienne de développement social a organisé une visite de terrain des activités entreprises dans le cadre du projet Prébut, quartier 7, financé par la Banque mondiale et exécuté par l'ADDS. Cette visite s'est déroulée en présence du directeur régional de la Banque mondiale, M. Hadouar Chafer, résident au Caire en Égypte, du directeur de l'Agence djiboutienne de développement social, Mahdi Mohamed Jama, maire de la ville de Djibouti, Hussein Abdullah Qayad, et de la représentante locale de la Banque mondiale, Mme Roma Zahra Fatouhi. La mission a été chaleureusement accueillie d'abord au Centre de développement communautaire, un équipement financé par la Banque mondiale dans lequel la délégation a fait un point presse à la cour duquel le directeur régional de la Banque mondiale a félicité les différents partenaires pour la qualité du programme Carticed qui s'est traduit par la mise en place d'équipements sociaux tels que le CDC, une aire de jeu, un jardin d'enfants, un centre de santé, autant d'éléments que la mission a visités avec intention. Le Prébut du quartier 7 comprend des travaux et des activités qui visent à améliorer la qualité de ces ménages, de ces quartiers, grâce à la remise en état de la voirie, la mise en place des activités d'alphabétisation et de la formation professionnelle à l'intention des femmes, des jeunes, ainsi que l'amélioration des services d'assainissement et de ramassage des ordures. Il comprend également un volet d'infrastructures sociales sous la forme d'un centre de développement communautaire, d'un centre de santé et de 3 espaces de loisirs pour le quartier. Au nombre des activités envisagées figure le suivant: la réfection de principales routes d'accès à des ouvrages de drainage, l'amélioration des réseaux d'assainissement, la construction d'installations communautaires et l'aménagement d'espaces publics, le soutien des services de développement de proximité, le renforcement des capacités des associations locales, des organisations non gouvernementales et des collectivités locales afin d'améliorer la gestion de l'environnement et le niveau de l'instruction et les possibilités d'emploi. Nous terminons notre journal par ces tristes nouvelles qui nous viennent de parvenir. Nous avons appris avec beaucoup de tristesse et émotion le décès de Mme Naguiba Mohamed Omar Salah, survenu dimanche dernier en France. La défunte est née en 1936 et est l'épouse du défunt Abdelaziz Bawazir, ancien conseiller technique du ministre de l'Intérieur, écrivain public. La défunte laisse derrière elle 4 filles et 2 petits-enfants. Son corps sera répatrié samedi prochain à Djibouti. Nous implorons Dieu, le Tout-Puissant, de l'accueillir en son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Passez tous une agréable soirée.